Bonjour à tous. Merci à l'ensemble de nos intervenants, à l'ensemble de nos participants pour ce second webinaire de l'Observatoire Comédia. L'objectif aujourd'hui est effectivement de faire témoigner nos différents intervenants qu'on remercie autour de comment la filière de la communication et ses différents secteurs amorcent la reprise. Un certain nombre de sujets vont être abordés aujourd'hui. Bien entendu, des enjeux autour de l'organisation du travail, des liens que vous avez eu à engager, à entretenir avec l'ensemble de vos clients pendant cette période bien complexe. Effectivement, quelles ont été les réponses face à cette crise bien difficile et on souhaite effectivement vous faire témoigner sur les recommandations qui pourraient être les vôtres pour favoriser la reprise d'activité. Donc, merci à vous, merci à l'ensemble de nos participants ce matin et je vais laisser Dominique lancer ce second webinaire avec une brève introduction sur le contexte général de la filière de la communication. Merci à tous. Merci Alexandre. Tout d'abord, merci à l'ensemble de nos invités d'être présents. Ce que je voulais partager avec vous avant toute chose, c'est un peu un vécu très opérationnel de ce que nous avons, nous, partagé avec l'ensemble de la communauté de la communication depuis maintenant la mise en confinement, mais quelques jours aussi avant. Je caractériserai par trois temps très forts. Un temps fort, c'est un temps de angoisse, de stress qui a démarré dès le confinement enclenché, avec déjà un début d'année qui, sur le plan de la communication, était un début d'année qui était un peu poussif par rapport à une année 2019 qui s'était plutôt bien comportée. Et là, sidération, choc, et l'entrepreneur que vous êtes et de la filière de la communication, et là je parle de l'ensemble des acteurs qui nous concernent au sein de notre écosystème, c'est aussi bien les annonceurs et les marques, bien entendu, qui partagent beaucoup de nos travaux, mais ce sont les agences, les médias, les acteurs de l'événementiel et bien sûr les industries de la communication, sans oublier bien entendu la forte communauté de startups que nous animons. Donc un temps où tout le monde a été à l'arrêt et véritablement un très gros stress. Sur ce temps a été marqué par moi par une inquiétude première qui était une inquiétude de trésorerie. Soyons pragmatiques. La crainte, elle a été portée sur la trésorerie. On a eu la trouille. Et tous les entrepreneurs, je suis moi-même entrepreneur, ça a été vraiment l'inquiétude et l'angoisse, c'était sa trésorerie. Et tout le monde a fait focus sur le portefeuille client pour essayer, dans la mesure du possible, de faire rentrer donc le cash très vite dans l'entreprise. On savait que ça allait durer, on savait que 8 semaines, ça allait être très long, et on avait très peur, effectivement, de cette situation. Ça, c'est un élément important, et j'en profite pour remercier et saluer notre partenaire historique avec lequel nous travaillons depuis maintenant 10 ans, qui est la médiation des entreprises et son médiateur, Pierre Pelouzet et ses équipes, qui ont fait un travail absolument remarquable. Pierre, et bien sûr, a rejoint, comme vous savez, et anime le comité de crise de Bercy avec le médiateur du crédit, et là a été vraiment extrêmement mobilisé à nos côtés pour tous nos adhérents et l'ensemble des acteurs de la filière, quel que soit le secteur d'activité, pour répondre à leurs besoins de cash. Et ça, c'est un élément qu'il faut jamais, et je crois qu'on devra jamais oublier. Nous, ça fait 10 ans qu'on milite pour la médiation et je pense qu'on a pu matérialiser très clairement leur rôle essentiel dans cette première période. Deuxième période, c'est la période que je vais intituler, je dirais, sortie du confinement. Sortie du confinement où là, plusieurs questions se sont posées, notamment au-delà du chômage partiel qui a été mis en place dès la période du confinement pour la plupart des entreprises de la filière. Deuxième étape, c'est plutôt de dire quid des financements. On s'est porté la question sur le PGE, avec un sous-jacent qui est de se dire, mais si l'activité ne repart pas, est-ce qu'on doit continuer à investir et est-ce qu'on doit aller vers le PGE? Je m'excuse d'avoir plutôt un regard très financier sur le sujet, mais ça m'apparaît un élément important pour tous les acteurs de la filière. Je rappelle, cette filière, c'est quand même 46 000 entreprises qui aujourd'hui est menacée. 46 000 entreprises, c'est 39 milliards. François nous rappellera tout à l'heure le poids que représente la communication et la publicité dans l'efficacité du business. Mais c'est aujourd'hui une économie qui est fortement menacée. Des 20% de baisse d'activité du premier trimestre, on est passé à des écarts de 50 à 90, voire 100%. Nicolas pourra nous en dire deux mots pour le vivre en direct.
Donc, voilà un peu la situation telle que nous la vivons. Et quels que soient les secteurs, que ce soit agence, que ce soit médias, que ce soit événementiel ou que ce soit industrie de la communication, même si le HIC nous rappellera que certaines industries ont mieux résisté peut-être que des secteurs plus traditionnels de la communication. Et Jacques montrera que parfois, par rapport au métier qui est le sien, donc en effet, je dirais l'activité, elle est tout de même tenue, même si ce n'est pas la fête, je dois reconnaître. Je pense que un maître mot nous a toujours animés à l'Observatoire, c'est solidarité. C'est aussi complémentarité. Nous pensons radicalement que ces dimensions-là sont des dimensions essentielles. Et je rappelle d'ailleurs, et nous portons avec le médiateur des entreprises un défi entreprise solidaire. Et je crois qu'on doit tous s'impliquer, mais pas dans une posture, dans une véritable réalité. Voilà ce que je souhaitais pour ma part vous dire. Et j'aurais plaisir donc de vous interrompre sans vous laisser. Mais je voudrais ouvrir ce webinaire avec Nicolas, parce que indéniablement, tu es le secteur qui a été à l'arrêt, 100% d'arrêt, peut-être 90% si on ne veut pas être exagéré. Pour répondre aux 4 axes que Alexandre nous a rappelés en préambule, peut-être donne-nous ta lecture. Bonjour à tous, merci. Donc je suis Nicolas Djukowski, je co-dirige une agence de communication événementielle. Nous sommes à Paris, agence événements et digital, et j'en reparlerai tout à l'heure. Premier point, je voudrais parler effectivement de cette notion de perte d'activité. Avant le confinement, une grande partie de nos événements ont été annulés ou reportés. Et suite à l'annonce du confinement, que ce soit chez nous, comme dans toutes les agences, et comme globalement dans la filière événementielle, les 3/4 des événements ont été annulés et reportés. C'est majeur, c'est brutal, et effectivement, pour nos métiers, c'est extrêmement difficile et extrêmement délicat. Il n'y a pas de reprise qui est attendue, et la seule reprise attendue est relativement timide, et d'après les études, dans notre univers, on parle du 4e trimestre 2020 et on parle d'une reprise timide. Et évidemment, tout le monde se pose des questions sur 2021 et sur la manière dont ça pourrait reprendre. D'abord, pour des raisons sanitaires, évidemment, et puis ensuite, par rapport aux problématiques de l'ensemble de nos annonceurs et aux problématiques eux-mêmes qu'ils vivent face à la crise. Donc ça, c'est l'état global de nos structures. On a quasiment tous fait appel au chômage partiel et aujourd'hui, on est très largement perfusé par ces éléments qui ont été mis en place. Et on a aussi, pour la plupart, fait appel au PGE, puisqu'on est 60% à avoir fait appel à ce prêt garanti par l'État. Donc voilà, un arrêt de notre métier qui a été, comme tu l'as dit, extrêmement brutal. Du coup, en termes d'organisation, oui, télétravail, relativement simple à mettre en place dans notre univers. On travaille déjà beaucoup sur nos événements, sur nos rendez-vous, donc on est relativement mobile. Les équipes sont aguerries à ce genre de choses. Ce qui nous manque évidemment, c'est l'agence en tant que lieu de vie, en tant que lieu d'échange. On peut traiter nos dossiers à distance, mais il nous manque cette relation humaine, et en plus relation humaine qui nous caractérise puisqu'on travaille dans l'événementiel. Et ensuite, sur la partie relation client, nous, on a des clients qui sont très impactés par la crise aussi. On travaille beaucoup dans le secteur automobile, dans le secteur aéronautique, dans le monde du sport. On travaille pour Paris 2024. Donc, évidemment, toutes ces structures se sont posées énormément de questions sur la manière dont elles allaient devoir communiquer et sur la manière dont elles allaient devoir avancer. Néanmoins, on a eu des relations très saines avec nos clients et tous nos annonceurs, je dis bien tous nos annonceurs, ont joué le jeu justement de la trésorerie, ont joué le jeu de la solidarité, et tout le monde a fait en sorte que l'ensemble de la chaîne puisse vivre et survivre. Donc nos annonceurs ont honoré leurs contrats, nous avons honoré les contrats vis-à-vis de nos fournisseurs et vis-à-vis surtout de l'ensemble de nos freelances qui constituent une part importante de notre business. Donc ça, c'est pour la partie vision rapide de ce qui s'est passé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va vivre avec cette crise, comment on va se transformer et comment, avec nos associés en tant qu'entrepreneurs, on va réagir face à ça. Et en faisant un petit peu le point et en prenant un peu de recul, on a constaté que
de nombreux événements qu'on avait déjà mis en place et qui avaient été des réussites pour nos annonceurs étaient des événements sans public. Donc, quand on diffuse le logo de Paris 2024 sur l'Arc de Triomphe, ce qui nous intéresse, c'est l'image de ce logo, c'est l'image en direct dans 160 pays, c'est l'ensemble de la résonance sur le digital. Et au final, on n'a mobilisé personne pour venir sur les Champs-Élysées. Quand on lance l'Audi A8 en créant une nouvelle voie Paris-Londres, en roulant dans le tunnel sous la Manche, non, on n'a croisé personne dans le tunnel sous la Manche. Ce qui nous a intéressé, c'est évidemment tout le contenu qu'on a créé autour de ça. Ou tout récemment, quand pour Seat, on lance la nouvelle Cupra en mettant un circuit de voiture sur un rooftop à Paris. Au final, on fait très peu d'essais et pour autant, l'image a été vue des millions de fois dans cet univers. Donc, cette notion d'événement sans public est une notion qui existe déjà chez W2 depuis longtemps. Aujourd'hui, elle continue d'être mise en place et elle continue de nous servir. Donc, l'orientation qu'on avait sur l'événement, c'est de l'expérience et du contenu à destination des médias sociaux ou des médias digitaux. Ça, c'est un élément extrêmement fort. Aujourd'hui, la partie expérience, très clairement, elle doit être repensée parce que cette partie expérience nécessite la mise en place de référentiels sanitaires nouveaux et extrêmement lourds. Mais toute la partie image, toute la partie contenu, elle continue d'exister quoi qu'il arrive. Et pendant le confinement, en fait, on a bossé pour nos annonceurs. On a fait effectivement des webinars comme on en a ici, on a fait des tournées régionales, on a fait des conventions, mais on a aussi beaucoup travaillé vis-à-vis du consommateur en travers d'un certain nombre de contenus qui ont été créés notamment à destination des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup sur cette transformation. Alors, on n'est pas en train de dire que cette transformation et que cette crise, en fait, elle n'est pas très grave et tout ça va nous emmener vers quelque chose de nouveau et c'est très facile. C'est extrêmement délicat et cette transformation, en fait, elle est brutale et comme toutes les entreprises, on n'était pas préparé à une transformation aussi brutale. Mais une fois qu'on a passé la problématique de cette crise, on est bien obligé de se projeter vers l'avenir et c'est en projetant vers l'avenir et en cherchant à rebondir qu'on arrive à repartir en avant et qu'on arrive à avancer. Donc, aujourd'hui, notre état d'esprit et notre recommandation, c'est de travailler fort sur la transformation et l'innovation, d'accepter les changements tels qu'ils ont été imposés par le Covid-19 et d'assurer cette transformation avec voilà une réelle perte d'exploitation parce que toute la partie physique nous manque et j'espère qu'elle va revenir rapidement. Mais en tout cas, la finalité de tout ça doit nous permettre, quand ça repartira, de repartir différemment, mais sûrement mieux. Merci Nicolas. Loïc, bien entendu, le poids qui est celui des industries de la communication, je ne cesse de le rappeler, c'est pas loin de 45%, donc des 39 milliards investis, hein, donc selon nos études économiques et financières. C'est un tissu industriel principalement de TPE, PME, quelques ETI. Comment les choses ont été vécues, comment ils ont été portés, comment ils sont accompagnés? Alors, le secteur industriel, je vais essayer de parler en leur nom et je sais que certains sont connectés, donc qui n'hésitent pas à compléter ou à poser des questions. On a eu une situation un petit peu différente à gérer pour nous puisque le télétravail n'a pu concerner finalement que 20 à 30% des effectifs, étant donné qu'on a 70 à 80% des personnes en usine derrière des machines. Et ça a été probablement le premier challenge si on se remet 2 mois et demi en arrière. On a tendance à oublier vite ce qui s'est passé et la situation qui était la nôtre d'une peur incroyable de devoir fermer des sites de production. Donc, ça a été un enjeu de gestion avec une partie de la population des entreprises qui est partie en télétravail. Au maximum, ça a représenté un peu plus de 200 personnes chez nous. Mais la majeure partie des gens sont restés dans les usines et on a absolument travaillé avec eux. On a beaucoup échangé avec les CSE, les organisations du personnel. Il y a eu une communication assez intense pour faire en sorte que les sites tiennent. Alors, nous, à notre niveau, ça représente 7 sites de production au niveau du groupe. Ils ont tous tenu. On a eu la chance de ne pas recourir sur les sites de production à du chômage partiel grâce aux gens qui ont été impliqués, grâce aux équipes qui ont joué le jeu. Une solidarité très grande.
On a vu de l'autonomie et de la délégation sur les sites. On a vu des gens dans les N-1, N-2 prendre des relais absolument magnifiques pendant qu'une partie du management était confinée ou se confinait ou avait décidé de se confiner. Donc, il y a eu beaucoup de relais qui ont été pris. On a tenu. Je sais que ça a été plus compliqué pour d'autres partenaires, mais voilà, l'enjeu majeur, ça a été de faire en sorte que les sites tiennent et qu'on puisse assurer nos conventions de service. Alors, l'autre enjeu, c'est la continuité d'activité. Pareil, au début de la crise, l'essentiel de ce que les commerciaux, les managers ont eu à gérer, c'est évidemment les appels des clients pour s'assurer de la continuité d'activité, pour s'assurer que les plans de backup qui étaient contractuels allaient bien être tenus et qu'au-delà des contrats, on rentrait désormais dans la vraie vie et qu'il allait falloir démontrer la capacité à continuer. Ça a généré un peu de tension, si on est honnête, et si on parle sans langue de bois, hein, avec un certain nombre d'annonceurs et de clients. Mais on s'est tous mis à leur place le stress que ça engendrait. En revanche, il y a eu une bascule dans la relation client. C'est probablement un des enseignements majeurs de la crise pour nous, les industriels. C'est qu'on est très vite rentré dans une discussion de solidarité avec nos clients. Nos clients ont compris qu'il fallait nous aider à tenir par tous les moyens, que peut-être décaler une production en date de dépôt d'une journée, c'était pas dramatique et qu'il valait peut-être mieux décaler d'une journée que d'avoir un site complètement fermé à l'arrêt. Et ça a généré, de mon point de vue, une augmentation de la qualité de la relation avec nos clients. Ça a amélioré la fidélisation. On a été soudés. Alors, paradoxalement, on ne s'est pas vu beaucoup pendant 2 mois et demi. On a fait beaucoup de calls, on a fait beaucoup de visio, mais il y a eu un effet bénéfique. Et d'ailleurs, vous verrez passer sur les réseaux sociaux en ce moment beaucoup de prestataires qui mettent à l'honneur le témoignage de leurs clients. J'en ai vu passer quelques-uns dans notre profession, qui remercient les prestataires d'avoir tenu, qui remercient les prestataires d'avoir été au rendez-vous, qui remercient les équipes d'avoir continué à travailler et à avoir pris le chemin de l'usine parce que c'était la clé de la continuité d'activité. Et donc, on leur rend hommage très, très fort. Et puis enfin, à l'échelle de notre groupe, on a peut-être compris et vu, plus que d'autres, le bénéfice de ne pas être mono-activité, puisque vous savez qu'on a plusieurs activités dans le groupe. On a une activité marketing direct qui est le berceau du groupe. Bon, globalement, pour faire simple, sur les mois difficiles et le mois d'avril en particulier, ça aura été moins 40% d'activité, hein, de chiffre d'affaires. On a une activité transactionnelle sur l'éditique de gestion qui s'est plutôt bien tenue dans l'envoi des documents réglementaires. Et puis, on a une filiale qui est dans le web to print. Alors, le web to print a été sacrément chahuté parce que le business model, c'est de déclencher des opérations marketing ou des campagnes de communication depuis le point de vente. Et étant donné qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain avec la totalité des points de vente fermés, évidemment, le carnet de commandes s'est asséché immédiatement. Et donc, on a pu voir que d'être présent sur plusieurs types d'activités, sur plusieurs types d'usines, ça permettait d'être solidaire. On viendra à la fin du webinaire sur un conseil peut-être à donner aux éditeurs. Clairement, c'est la co-construction, c'est l'entraide. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Il faut décloisonner et puis faire des partenariats intelligents avec des gens qui ont envie d'avancer dans le même sens, y compris si c'était des confrères. J'ai eu le plaisir d'organiser un consortium sur une réponse d'appel d'offres avec un concurrent pendant cette période de confinement. Et je croise les doigts. Merci à toi, Loïc. Jacques, ta vision, ton vécu. Alors, ma vision, mon vécu. Moi, je tire 3 enseignements de cette crise. La première, et Loïc l'a souligné, c'était la grande solidarité qu'il y a eu entre tous les acteurs et toutes les parties prenantes. Ça nous différencie de la période 2008
qui a été d'ailleurs très compliqué après. Et là, que ça soit l'État qui a pris ses responsabilités, que ça soit aussi les clients qui ont maintenu leur confiance à leurs fournisseurs. Et je cite un exemple, par exemple, un de nos clients, Salesforce, qui s'est tout de suite exprimé dans le monde entier pour donner comme consigne à l'ensemble de ses dirigeants de maintenir les contrats de leurs fournisseurs, de maintenir leur confiance pour garder cette chaîne de valeur, préserver cette chaîne de valeur. C'est ce qu'on a fait nous-mêmes d'ailleurs. On a maintenu tous nos collaborateurs. On avait d'ailleurs, on connaissait à l'époque une forte progression et on avait recruté pas mal de jeunes qui devaient intégrer et on a continué de les intégrer, y compris pendant cette période de confinement. On a aussi maintenu tous nos freelances et je pense que cette solidarité, elle va payer parce que elle va nous permettre de repartir plus fort, plus vite. Ça, c'est le premier enseignement, le premier constat qui est quand même un constat assez réconfortant. Le second, c'est qu'évidemment, nous, on est une agence de communication d'influence, c'est-à-dire qu'on adresse pour nos clients, les marques, les différents publics de ces entreprises, et on voit, par la force des choses, une évolution des modes de relation. Je veux un exemple. Nous, on pratique très fréquemment des conférences de presse. Et ces conférences de presse, elles s'essoufflaient parce que difficulté de s'absenter des rédactions pendant plusieurs heures, difficulté aussi de se déplacer tout court. Et pour plein de raisons, aujourd'hui, on a inventé ces conférences à distance, sur plateau, et on s'est aperçu qu'on doublait la participation. Et donc, toutes ces évolutions des modes de relation font qu'aujourd'hui, ça nous interpelle et on travaille d'ailleurs à revisiter notre offre, nos modalités de travail, en intégrant beaucoup plus d'ailleurs la vidéo et tout un autre système de relations. Et puis enfin, le troisième constat, c'est évidemment l'organisation du travail. On était déjà préparés, nous, au télétravail, un peu par la force des choses, avec ces grèves on est dans le 93 à Saint-Denis, et évidemment, pendant ces grèves, hormis quelques garçons et filles qui, chez nous, venaient en vélo volontiers, les autres, on s'était déjà très entraînés sur le télétravail. Et on s'était aperçu d'ailleurs que le télétravail, on le redoutait, on le craignait, on s'en méfiait, mais nous, on est déjà dans une forme de management qui est fondée sur la confiance et la délégation. Donc, quelque part, le présentiel en agence, il n'a pas beaucoup de sens. Il a un autre sens, mais pas celui de fliquer les gens. On est dans un mode très responsabilisant. Et on dispose aujourd'hui de tous les outils qui nous permettent de travailler à distance. Donc, quand est arrivé cette crise et cette obligation de se confiner, on a pu fonctionner pendant 2 mois tout à fait normalement, mais vraiment tout à fait normalement. Et d'ailleurs, ça a resserré les relations avec nos clients, qui eux-mêmes se sont d'ailleurs la plupart du temps très bien organisés. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va organiser l'après. On a à notre disposition ce télétravail, pour autant, c'est probablement pas la panacée, parce que c'est Nicolas qui disait tout à l'heure qu'effectivement, un agent, ça se définit d'abord comme un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu d'apprentissage aussi, parce que on est dans des métiers qui s'apprennent pas à l'école et qui se vivent et qui s'apprennent sur le terrain. Et effectivement, la perspective de travailler tous en satellite, chacun réalisant sa tâche de son côté ou se retrouvant ponctuellement sur quelques visioconférences, c'est pas un mode de vie d'agence qu'on peut comme ça envisager. En revanche, pouvoir aujourd'hui inscrire dans l'organisation du travail plus régulièrement du télétravail, voire même des demi-journées, c'est des réflexions qu'on mène d'ailleurs en agence, c'est-à-dire une autre forme d'organisation du travail, dans laquelle le ciment, c'est un mode de management qui est fondé sur l'animation et la confiance et la délégation, et puis aussi des garçons, des filles qui sont mobilisés sur des objectifs qu'ils
qu'ils comprennent, qu'ils maîtrisent et sur lequel ils peuvent organiser leur propre travail. Voilà. Et on le voit d'ailleurs chez beaucoup de nos clients, ces réflexions sont reprises aussi. Et alors ça nous interpelle évidemment dans l'organisation de nos locaux, notre organisation tout court. Voilà, c'est les 3 points que je voulais partager avec vous. Merci Jacques. On reviendra peut-être tout à l'heure On reviendra sur quelques points. François, il y a 2 sujets. Alors d'abord, je voudrais que tu nous donnes un peu ta vision sur les médias. Donc je sais que tu as une vision très transversale et une très forte excellence en la matière, mais aussi sur la communication et la publicité, ça sert à quoi? On est tous très frappés, on l'a tous vécu, la crise de 2008-2009 n'est pas très loin derrière nous. On en a vécu d'autres. Et à chaque fois, effectivement, la barrière d'ajustement des économies est passée donc par la communication. Et comme toi et moi, nous croyons à la force de la publicité et de la communication comme levier du business. Voilà un peu les 2 points. 1, ta vision sur le média d'une part. 2, la vision qui est celui effectivement sur le rôle que doit jouer la publicité et la communication dans cette reprise pour l'ensemble des marques. Et je dirais un mot sur les annonceurs et les marques ensuite, sur peut-être l'attente qui est aussi celle de cette filière vis-à-vis d'eux. Mais sans oublier l'innovation qu'il faudra qu'on évoque, Alexandre, parce que ça reste un point pour nous important donc dans ce contexte-là. En 5 minutes, si tu peux me faire les 2 points, mon cher François. Pas de problème. Non, moi j'évolue au sein d'un groupe qui porte bien son nom, hein, HeroX, donc il a une culture du ROI et de la démonstration au quotidien. Donc dans le monde de l'achat d'espace, notamment sur les grands médias off et online. En 2 mots, pour reprendre un petit peu le contexte, hein, nous on a un marché qui affiche -12 en fin du premier trimestre. Et donc, comme on le rappelle régulièrement, seuls les 15 derniers jours de mars sont impactés. Donc c'est dire que le choc au moment du confinement a été violent, hein, puisque pour faire -12 sur le trimestre, il faut donc -80 sur les 15 derniers jours de mars. Mais pour autant, à nouveau, parce qu'on est, on est évidemment en lien très étroit avec nos clients, à leur écoute, en conseil, en accompagnement. Et donc évidemment, on sait que si, comme tu le disais très justement, hein, en cas de crise, les budgets sur lesquels on coupe facilement sont ces budgets d'ajustement marketing, notamment la communication grand média. Et pour autant, c'est celle qui est le moteur de l'arrivée des ventes et des recettes. Alors c'est vrai qu'en plein contexte de crise, au moment où ce contexte de confinement s'annonce, c'est un petit peu difficile de voir clairement ce qui se passe. On est un petit peu dans un mouvement de panique, mais c'est vrai que très vite après, on reprend un peu ses esprits, puis on se remet dans une démarche très prospective. Et d'ailleurs, c'est un petit peu en cela que nous, d'ailleurs, on avait gardé nos outils de mesure connectés sur les campagnes de nos clients, en tout cas ceux qui ont maintenu leur communication pendant le confinement, et voir ceux d'ailleurs qui ont repris des campagnes de communication pendant le confinement, ce qui nous permet, de les rassurer quasiment en temps réel sur l'efficacité de leur campagne. Mais on est surpris parce que on a donc 3 grands cas de figure, hein, ceux pour lesquels, évidemment, pour des raisons structurelles, le redémarrage économique n'est pas au rendez-vous. Mais pour les autres, ça réamorce, et ça réamorce parfois très fortement, voire même au-delà des chiffres d'affaires qu'on avait juste avant, un phénomène de récupération important. Donc, évidemment, une fois qu'ils sont dans ce scénario de confiance, ça repart. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est d'accompagner et de convaincre tout le monde. Alors, il y a des premiers outils. Les premiers outils, c'est les données benchmark qu'on a historiquement parlant. Nos amis de Deloitte avaient initié un modèle économétrique particulièrement performant qui vise à démontrer que quand on injecte 1 euro dans la publicité, ça génère jusqu'à 8 euros dans notre économie, donc 8 euros de PIB. Donc ce ratio 8, il est déjà impressionnant en lui-même, mais si on va de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on regarde chez nos amis aux États-Unis, ce ratio peut même monter à 12 parce que eux injectent aussi les fournisseurs et l'argent réinjecté dans l'économie issu du profit de ces premières ventes. Donc, ça pèse lourd, hein, et Dominique, tu rappelais il y a quelques instants que le montant global de la communication tout média, c'est 39 milliards d'euros. Bon, vous faites le calcul vous-même, hein, 39 milliards fois 8 au minimum ou fois 12, ça vous donne un peu le poids global de l'impact direct de la publicité dans l'économie. Pour citer quelques autres chiffres aussi, pour se mettre un petit peu des volumes et des rapports, hein, la publicité, elle agit directement sur 18% du volume global d'activité de l'automobile. Pour les produits d'entretien, c'est 33%, donc un produit sur 3 est directement impacté par la publicité. L'épicerie est à 24%, les produits d'hygiène, c'est à plus de 15%, donc on voit bien l'impact de cette publicité. Alors c'est dans ce sens-là que
le groupe Héroïque, par l'intermédiaire de la parole de son président, a interpellé Bercy en demandant un accompagnement permettant aux entreprises de débloquer des crédits à la publicité. Le principe est simple, hein. On investit tout de suite et puis on rembourse un peu plus tard, parce qu'évidemment on peut pas cumuler au même moment à la fois un choc économique par un arrêt brutal de la consommation de quelques semaines, voire quelques mois pour certains, et puis également l'obligation d'investir. Donc voilà, on est dans ce schéma-là. Et puis très brièvement sur les modifications comportementales, on est un petit peu comme tout le monde, un recours au chômage partiel en partie, bascule en télétravail. Là aussi, on était un petit peu rompu à l'exercice, même si ça se faisait pas aussi régulièrement. Dans les crises, en fait, il y a deux facteurs clés, hein. Le premier, c'est qu'on gagne du temps. Là, grosso modo, j'entends dire ici et là qu'on a gagné 5 ans sur la transformation digitale, 5 ans sur la perception de l'efficacité du télétravail. Donc là, on a des grandes lignes. J'entends aussi ce qui se dit sur le fait de se dire, est-ce qu'on bascule du tout télétravail, on perd cette dimension sociale de l'entreprise qui a un centre de vie, un écosystème familial entre guillemets. Oui, avec la limite qui consiste à dire qu'on peut cumuler les deux, hein, comme ça vient d'être très bien dit par notre camarade il y a quelques instants. On peut avoir une partie de son temps en télétravail. Et d'ailleurs, à nouveau, un petit chiffre qui est interpellant. Si vous regardez aujourd'hui les sollicitations dans l'immobilier, les gens cherchent aujourd'hui à investir hors grandes agglomérations. Donc ils disent peut-être que finalement demain, j'ai 3 jours de mon quotidien en télétravail, 2 jours dans l'entreprise, donc on pourra marier les deux. Et une fois que les plis sont pris, en l'occurrence, c'est déjà beaucoup. Puis, dernier petit point, et c'est peut-être un point de transition, hein, Dominique, c'est l'innovation. Parce que globalement, une chose est sûre, c'est quand on accélère des processus, il faut qu'on se libère de certains qui étaient peut-être un peu vieillissants, qu'il fallait renouveler, mais il faut surtout se renouveler. Et il faut innover. Je prends souvent ce rappel, le fait d'ailleurs au quotidien, quand je me remémore, j'étais bien jeune, hein, mais le choc pétrolier pour aller chercher celui-là, la publicité passée de la réclame plaque émaillée à une publicité qui met en avant une force créative, hein, c'était la mode Séguéla, et puis des outils média planning avec beaucoup de sciences et de maths et de stats. Bon, aujourd'hui, on est à nouveau dans une crise majeure, il faut se réinventer, il faut revoir l'ensemble de nos modèles, il faut écrire sur une page blanche. C'est compliqué, hein, parce que c'est une page blanche, donc on n'a pas toujours les bonnes idées, mais une grosse partie de cette relance, elle est liée à l'innovation. Merci à toi, François. Une question que je souhaitais vous poser à tous, parce que c'est une grosse interrogation. On voit les marques et les annonceurs s'interpeller également beaucoup sur leurs clients consommateurs. Que sera-t-il? Aura-t-il changé? N'aura-t-il pas changé? Comment leur parler dans un contexte de tension très forte qui est celle qu'on a vécue, parfois très anxiogène? Bon, peut-être parfois aussi, on en a fait beaucoup, hein, dans cette période dite de confinement. Vous, grand acteur de la communication, quelle est votre lecture? À la fois, on sait que l'annonceur peut-être a plus que jamais besoin de conseils pour les aider à mieux communiquer, à mieux faire rencontrer son client final. Et votre vision de ce fameux client citoyen qui aujourd'hui, visiblement, cette période de confinement l'a fait découvrir peut-être une vie qu'il n'imaginait probablement pas. Quel est votre regard, Jacques? Oui, mon regard, moi, il est simple. Je repars toujours de la conviction qui est la nôtre et qu'on fait valoir à chaque fois en disant une marque sans prise de position n'a pas d'influence, est une marque sans influence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des périodes de crise qui sont en même temps, on l'a souligné, des périodes de formidable innovation et de transformation. Plus que jamais, les entreprises et les marques doivent s'adresser à leur public et faire valoir leur prise de position, leurs initiatives et leurs engagements. D'ailleurs, la première cible, c'est l'interne. Aujourd'hui, en interne, les gens ont besoin de comprendre où vont leurs entreprises, comment elles font évoluer leur raison d'être, leur modèle. Et si on n'a pas de sens, c'est difficile d'avancer et d'avoir des perspectives. Pareil pour toutes les autres parties prenantes et autres cibles de la marque ou de l'entreprise. Elle se doit de prendre des risques et de s'exprimer, et de faire valoir et de partager ses points de vue, ses engagements et ses initiatives.
Alors, pas dans une posture, on l'a souvent dit, je lis beaucoup de littérature sur le fond des prises de position, transparence, éclairé, enfin, ça, on le dit depuis toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prises de position, elles doivent être sincères et elles doivent être surtout liées à des engagements et des preuves. Voilà, c'est ce que nous disons à nos clients. Ça nous amène aujourd'hui, évidemment, à revisiter un peu nos plateformes de discours, de messages, éventuellement d'ailleurs de revisiter les plateformes de marque, parce que ces marques, elles ont été interpellées, elles évoluent et elles prennent des initiatives. Nicolas, quel est sur à la fois dans ça, à la fois le consommateur citoyen? Écoute, comme tout le monde, on voit bien que la manière de consommer a complètement changé, qu'il y a plein de gens qui étaient encore dans une phase de consommation classique, sont passés à une phase de consommation complètement différente, notamment avec les livraisons, le click and collect, etc. Nous, on intervient sur deux éléments forts pour nos annonceurs. La première, c'est faire en sorte que la marque, au moment de la décision d'achat, soit dans la tête ou dans les esprits de tout le monde. C'est-à-dire que on essaye de faire émerger de manière forte, quand on est en phase de réflexion avant un achat, par exemple un achat automobile, de faire émerger la marque pour pouvoir la mettre en avant dans mon panier, dans mon choix définitif. Donc ça, c'est le premier élément. Et là-dessus, on travaille beaucoup sur des événements qui nous amènent de la résonance sur les médias digitaux au travers de l'influence, avec des prises de parole, comme vous disiez, avec beaucoup de sens. Et ça, c'est très important parce que effectivement, le consommateur a envie d'acheter une marque qui lui raconte une histoire qui lui ressemble et qui lui amène du contenu spécifique. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel on intervient. Et le deuxième élément sur lequel on intervient beaucoup, c'est au moment de la prise de décision, c'est au moment de l'acte d'achat. Et là, on est sur l'expérience client. Et là, c'est un élément qui, du fait de cette crise, doit être complètement repensé parce que notre expérience client, elle était très physique. Le fait de pouvoir toucher le produit, le fait de pouvoir découvrir le produit, le fait de pouvoir le mettre en scène, que ce soit en store ou que ce soit dans la rue ou que ce soit dans les salons, etc. C'était un élément effectivement sur lequel on intervenait beaucoup. Aujourd'hui, cette partie-là doit être complètement repensée. Donc là, il y a un gros travail effectivement d'innovation et de transformation qui doit exister. Merci. Loïc, industriel de la communication. Ouais, je vais reprendre ta question et puis je vais la prolonger un petit peu plus loin parce que c'est probablement pour les industriels qui nous écoutent et ce qu'on vit la principale des difficultés actuelles. En fait, pour être honnête, il y a une zone d'incertitude qui est très importante. On ne sait pas aujourd'hui prévoir le type, la nature des opérations qui vont avoir lieu dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'on sait analyser assez correctement ce qui vient de se passer, mais si on essaye de lire au niveau de nos plannings, au niveau de nos annonceurs, au niveau de comment est-ce que le consommateur va se comporter. Je prends un exemple. Dans l'automobile, les journées portes ouvertes étaient un moment clé de business où il s'agissait de faire venir le consommateur dans la concession pour lui faire un essai avec des campagnes de communication majeures faites en amont. Bon, et on voit des journées JPO de rentrée s'annuler. Elles n'auront pas lieu parce que la question se pose de est-ce que si je mets un budget communication sur la table pour faire venir des gens en concession, est-ce qu'ils vont y aller? Parce que tout simplement, est-ce que la façon dont les gens vont acheter les voitures demain va rester le même que celui d'hier? Donc, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas. On se pose beaucoup de questions. Je pense que ceux qui savent lire et qui savent prédire ce que va être la fin de l'année et l'impact qu'aura eu cette crise sur nos entreprises et particulièrement les industriels, ils ont une longueur d'avance sur les autres parce que ça va être clé. Et pour faire le lien avec l'innovation, c'est probablement sur ce point-là que les prestataires de la filière industrielle ont à concentrer leurs efforts, c'est-à-dire d'imaginer toutes les solutions qui vont permettre à leurs clients, pour reprendre une expression qui est chère à mon président, de passer de l'étape de plat à l'étape de montagne, à l'étape de plat à l'étape de montagne. Ça a été notre quotidien depuis 2 mois et demi.
où d'un seul coup le carnet de commandes se vide et il faut trouver des solutions pour reprendre des opérations ou traiter des opérations à l'avance ou maintenir la production d'une opération quitte à la frigoter en dépôt poste pendant 3 semaines, 1 mois, grâce à la flexibilité que la Poste a offert. Je souligne au passage que ça a été un acteur important dans la gestion de cette crise pour nous, les industriels. Mais la capacité d'offrir des solutions et de l'innovation à nos clients pour qu'ils puissent passer d'une étape calme à une étape de montagne où il va falloir réagir très vite parce qu'une décision stratégique va être prise sera probablement une clé. Je vous donne juste un exemple. On a eu un mois d'avril extrêmement calme, trop calme, avec une baisse d'activité très importante. Et en 3 jours, il a fallu remettre les usines pleines balles, 3-8, la nuit, le week-end, un truc qui paraît complètement dingue dans cette période-là, pour mettre en production des mailing masks dans toutes nos usines de production chez les prestataires parce que des conseils généraux, des collectivités locales, des mairies avaient besoin d'acheminer des masques en urgence à l'ensemble de leurs clients, à l'ensemble de leurs salariés. Et il a fallu redémarrer les usines pleines balles. On a attendu les masques. Ils ne sont pas arrivés à l'heure. Il a fallu décaler les plannings. Voilà. C'est le témoignage que je peux donner sur le sujet. Une très grande flexibilité dans les usines. Avant de laisser la parole peut-être à Alexandre, qui a peut-être quelques questions à poser à chacun d'entre vous. François, consommateur citoyen. Oui, en fait, tuer les crises, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur, évidemment, dans la crise elle-même, mais c'est un accélérateur dans les changements de comportement. Ça a été cité il y a quelques instants. Confiné, on a été obligé de trouver des solutions alternatives pour s'alimenter. Donc, drive, livraison. Aujourd'hui, les chiffres font état de, grosso modo, 8 à 10% des consommateurs qui sont passés pour la première fois sur un de ces circuits alternatifs d'approvisionnement. Et les distributeurs tapent sur un 10% constant. Donc, grosso modo, 10% de la consommation sur ces distributeurs alimentaires a basculé sur des expériences drive et ou livraison. Est-ce que les gens reviendront en arrière pour refréquenter le magasin? À nouveau, je pense pas. Une fois qu'on a pris l'habitude, et puis la force marketing de ces acteurs-là va fidéliser ces consommateurs dans cette ligne-là. Donc en fait, ces plis sont pris et quand je disais tout à l'heure, la crise c'est un accélérateur, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Alors ça fait gagner beaucoup de temps aussi dans la transformation des entreprises. Pour reprendre toujours ces distributeurs, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'un seul coup se mettre au niveau. Il y a eu quelques petits papiers ici ou là qui disaient qu'effectivement, les sites étaient débordés, les problèmes de logistique, vous venez d'en parler il y a quelques instants, étaient énormes. Donc effectivement, on a dû gagner énormément de temps pour se mettre à niveau. Et puis comme je le disais tout à l'heure, on doit repartir sur l'innovation. Alors là, on avait quand même quelques signes. Notre camarade vient de parler des journées portes ouvertes auto. On avait déjà des signes avant-coureurs, des évolutions vers lesquelles on doit aller. Donc, par exemple, celles-ci, on va devoir les accélérer. Je cite quelques exemples, même s'ils sont pas s'ils sont pas représentatifs de ce qu'on doit généraliser à toute l'automobile. Mais on a au moins quelques premiers guides. Mais Tesla présent dans les grandes surfaces, dans les grands magasins. Et je sais pas si vous avez suivi le prochain lancement d'Ami chez Citroën, cette petite voiture urbaine électrique. Elle est pas vendue en concession. Elle sera chez Fnac et chez Darty, où vous l'achèterez sur votre smartphone. Donc, on est dans cette transformation qu'on doit accélérer dans nos milieux publicitaires. Là aussi, on avait quelques premiers signes. Alors, jusqu'ici, il y avait beaucoup de sémantique aussi autour de tout ça. Quand on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, de data, on était dans les prémices. Mais évidemment, on va accélérer tout ça parce que à détecter des signaux faibles dans des modifications de comportement, dans des adaptations de consommateurs, dans des nouveaux circuits de distribution, c'est extrêmement important pour être aux côtés de nos annonceurs au quotidien et adapter nos opérations de communication en conséquence. Merci François. Alex, si tu suis un peu le fil de l'actualité des questionnements qui sont pour autant, peut-être une question qui a été évoquée rapidement par toi, Loïc, et je sais qu'on a eu l'occasion d'en parler, Nicolas. Est-ce qu'effectivement, les enjeux de partenariat, les liens entre les différents secteurs d'activité, entre les différents prestataires sont peut-être la clé d'une reprise d'activité ou du moins d'un nouveau modèle au sein de cette filière? Nicolas, si tu peux nous en dire un mot. Alors, je ne sais pas si c'est la clé. En tout cas, c'est vrai que nous, on a remarqué dans notre filière événementielle, et
élargi une vraie solidarité. D'abord au niveau des associations qui nous représentent, donc l'événement, Traiteurs de France, etc. On s'est quand même tous regroupés pour parler d'une seule voix et ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a permis de nous faire entendre, ça nous a permis d'avoir des résultats très probants, ça nous a permis de travailler sur des aides et au final, ça nous a permis aussi de mieux nous connaître dans cette période-là. Et aujourd'hui, il y a des discussions qui se font entre patrons d'agence, mais même entre patrons et prestataires, sur d'éventuels rapprochements. Alors, je ne parle pas forcément de rapprochements capitalistiques, mais sur des rapprochements pour pouvoir effectivement mutualiser nos plus-values et nos points forts, et puis essayer de mutualiser aussi nos charges ou nos manières de travailler. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui sont menées sur comment est-ce qu'on va s'organiser différemment demain, comment est-ce que à la fois le télétravail, la réorganisation, mais aussi les référentiels sanitaires vont nous imposer un certain nombre de transformations. Et ces transformations, on va pas les mener seuls dans notre coin, dans notre propre agence. Il faut qu'on les mène de manière beaucoup plus commune pour que l'ensemble de la filière puisse en profiter, puisse se transformer et donc puisse survivre à cette crise. Donc c'est vrai que cet élément-là est, en tout cas de notre point de vue, extrêmement important. Alexandre, un autre point. Il y a une et sur lequel il y a, je pense peut-être qu'effectivement François peut nous apporter des éléments de réponse. Tu évoquais un certain nombre de secteurs qui repartent très fort. Tu as répondu le e-commerce. Est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques autres tendances que tu peux observer de ton côté sur les secteurs qui repartent très fort? Oui, en fait, toutes les plateformes e-commerce, elles étaient évidemment prédestinées à offrir une solution immédiate. D'ailleurs, je note à cette occasion, on fera pas de publicité, mais un de nos grands distributeurs historiques, spécialiste du contrat de confiance, je vous invite à porter une attention toute particulière à sa communication récente. Vous verrez que la tonalité a radicalement changé. Mais il y a aussi tout un autre pan, beaucoup d'autres pans d'économie qui sont liés aux modifications de comportement appliquées par le confinement. C'est-à-dire que tout ce qui va être équipement de loisirs, équipement de jardin, équipement de la maison, tout ça a boosté. Tout ce qui est équipement de sport, yoga, tapis d'accompagnement, machines de musculation, etc. Tout cet univers qui s'est retrouvé nécessaire parce que on avait le temps, nécessaire, opportun parce qu'on avait le temps, on avait les moyens. Donc, vous voyez qu'il y a quand même énormément de pans d'activités qui ont réagi plutôt favorablement à ce moment-là. Merci François. On va rester quasiment au terme de notre webinaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être en 2 mots, quels seraient peut-être les 2 mots pour favoriser la reprise. Si on peut avoir votre lecture respective à chacun d'entre vous, je pense que l'ensemble de nos participants serait heureux d'avoir cette vision respective des différents secteurs d'activité que vous représentez. Jacques, allez à toi. 2 mots. 2 mots. Pour moi, c'est prendre l'initiative et aujourd'hui accélérer la transformation. Et c'est ce qui nous occupe, nous, d'accompagner les entreprises dans l'accélération de leur transformation. François? Installer la confiance, et puis le chiffre que j'ai cité tout à l'heure, qui est 1 euro injecté en publicité, c'est 8 euros de PIB. Oui. Évidemment, rendre hommage à tous nos salariés qui ont continué d'aller bosser dans les usines et qui ont tenu les usines. C'est avant tout vers eux que nos pensées vont. Des pratiques clients admirables dans cette période de difficulté que je soulignerai auprès de Pierre et du médiateur comme il se doit. Et puis, merci aux partenaires avec qui on a réussi à sceller des belles alliances pendant cette période de confinement. En croisant les doigts pour que ça aille au bout jusqu'au bon de commande. Nicolas. Les 2 mots-clés, c'est notre vision d'entrepreneur, c'est donc l'innovation, et notre vision métier, c'est la transformation. Voilà, c'est vraiment les 2 éléments sur lesquels on travaille aujourd'hui. Innover pour aller chercher une nouvelle manière de faire notre métier et se transformer pour répondre le mieux possible à la demande de nos annonceurs. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre participation. Sachez que l'Observatoire va inscrire régulièrement maintenant des webinaires pour partager toutes ces lectures. Nous nous attacherons à rester nous-mêmes tout à fait dans la transversalité de ces métiers parce que nous croyons à la complémentarité de l'ensemble des métiers. Le webinaire d'aujourd'hui l'a encore très largement prouvé. On partage beaucoup de tous ces mêmes valeurs.
Le maître mot solidarité est un élément qui me paraît absolument essentiel. Et puis, je pense que l'innovation, parce que on a peut-être mis un peu à l'écart pendant cette période du confinement toute cette innovation, tous ces acteurs de l'innovation qui ont beaucoup apporté au monde de la communication, qui ont été très malmenés pendant cette période-là. Et on doit également les remettre en lumière. On doit peut-être aussi s'inspirer parce qu'eux-mêmes avaient déjà développé des méthodes et des modèles de travail différents et trouver des nouveaux modèles économiques. Et je crois qu'il faut qu'on continue à poursuivre cette démarche. Et puis, je voulais encore avoir un point de remerciement à nos pouvoirs publics, parce que je pense qu'il faut aussi savoir le faire. Alors, on sait très bien les critiquer, mais pour autant, les plans d'action ont été remarquables, Nicolas Onze d'État, et je crois il faut le savoir, et c'est en tout point remarquable. Et puis, saluer vraiment le travail qui est fait dans le bon équilibre entre les grands et les petits, qui est porté par le médiateur. Et je voulais également nous le remercier, parce que je sais qu'on peut compter sur lui, et il est quand même rare qu'à tout moment on puisse décrocher son téléphone, avoir une réponse, et demain savoir le régler. Voilà ce que je vais vous dire. À très vite. On vous tiendra informé. Alexandre vous donnera un flux d'informations sur nos prochaines rencontres. Tous ces différents sujets devront être portés sous des prismes différents, sur des visions différentes, sur des témoignages différents. On avait ouvert la parole d'entrepreneur. La seule voix qui nous intéresse, c'est celle-ci, c'est la parole d'entrepreneur que vous êtes. Et je tenais tout particulièrement à vous en féliciter et à vous en remercier. Et encore, remerciements pour la confiance que vous apportez à notre écosystème, l'Observatoire Comédia. À très vite. Merci, Observatoire.